Notre premier processus décisionnel, un exemple du mouvement Jeunes et santé mentale. Notre premier processus décisionnel a vu le jour parce qu'on souhaitait clarifier et bien comprendre comment se passe une décision, au sein du mouvement bien sûr. L'équipe et les comités se multipliaient et on devait déterminer à quel moment on prend des décisions exécutives et à quel moment on doit consulter. Et qu'est-ce qu'on a le droit de faire par nous-mêmes aussi? Je pense que c'était très important. D'abord, pour arriver à réfléchir ça, on a fait un premier inventaire ensemble des comités qui existent et des choses qu'ils faisaient déjà. Puis on a brainstormé une liste de décisions possibles et d'exemples qu'on allait utiliser pour réfléchir qui décide quoi. On a ensuite discuté ensemble de quelles décisions dans notre liste devaient être prises par qui et qui allait l'exécuter. On voyait déjà qu'il nous manquait des instances. Et en plus de ça, réfléchir à qui allait l'exécuter, ça nous permet là, de penser à un paquet de petites micro-décisions qu'on aurait peut-être oublié si on pensait juste à qui décide quoi avec des mandelages. Quand on commence à se demander, moi, est-ce que j'ai le droit de faire ça? Moi, est-ce que je peux décider ça? Ce comité-là, est-ce qu'il le peut? On obtient des réponses supplémentaires qu'on a trouvées importantes à avoir. Ensuite, une personne a pris la responsabilité de construire un modèle qui pourrait suivre une décision de l'idée à la rétroaction et clarifier à l'intérieur de ça les rôles de chacun. Une fois prêt, le schéma a été soumis au groupe et des modifications et besoins supplémentaires ont émergé. Exemple, on voulait identifier partout où les jeunes seraient. Donc, on voulait le voir visiblement sur le processus. Voici à quoi ressemble notre premier processus décisionnel au mouvement. Là, maintenant, les comités et les employés sont plus tout à fait à jour dans cette version-là qu'on vous montre parce qu'on a encore grossi, mais ça vous donne quand même une bonne idée. Comme il avait été demandé, on parle de l'idéation et des propositions. Qui peut générer des idées, des suggestions, des décisions à prendre, etc. Pour nous, là, c'est pas mal tout le monde, mais on va le décliner tantôt. Ensuite, au niveau des décisions, qui prend des décisions? Finalement, on est allé dans qui fait l'exécution et la co-construction. Pour nous, pourquoi on parle de co-construction? C'est qu'il y a une partie de décision quand même qui se fait à cette étape-là, mais elles sont quand même circonscrites à l'intérieur des mandats qu'on a déterminés à l'étape décisionnelle. Et finalement, les suivis et la rétroaction. Qui est en charge de faire des suivis? Qui est imputable de tenir informés les autres? Et qui aura le regard final pour déterminer est-ce qu'on est satisfait de comment ça s'est passé? Est-ce qu'il faut faire ça autrement? Est-ce qu'il y a eu un enjeu? Etc. Donc, d'abord, l'idéation des propositions. Puis je vous ai dit aussi, les gens voulaient savoir exactement partout où seraient les jeunes. Toutes les losanges oranges sont des espaces où les jeunes sont majoritaires et minimalement paritaires, idéalement majoritaires. Et sinon, s'ils ne le sont pas, les décisions ne peuvent pas être prises. Donc, qui peut proposer des idéations et propositions à l'interne? On a dit permanence, coco, comité, même les militants ponctuels. Et à l'externe, les membres, en rencontre nationale, les besoins émergents, l'actualité, l'opportunité. Comme je disais tantôt, c'est pas beaucoup de limites. Il n'y a pas grand-chose qui nous empêche de mettre une idée sur la table. Un peu tout est permis. Ensuite, quand on arrive aux décisions, ça devient moins ouvert. La rencontre nationale, qui est un espace où il y a des jeunes qui viennent voter et déterminer des choses, va avoir le rôle de se pencher sur les orientations, les grandes orientations du mouvement, les fondements du mouvement, donc les valeurs de base, la façon dont on travaille de base et les revendications du mouvement. Donc, tout ça, ça doit être validé au minimum en rencontre nationale. Et on a maintenant ajouté là, tout ce qui est la priorisation des orientations. Pas juste déterminer les orientations, mais lesquelles seront prioritaires, c'est maintenant en rencontre nationale. Ensuite, au niveau du COCO, c'est pas mal toutes les décisions majeures se prennent là. Donc, plan d'action, poste budgétaire, documents officiels, structurels, dépôt de projet, positionnement au niveau de l'actualité et du discours, tant que ça ne va pas en opposition à nos valeurs fondamentales et nos revendications et orientations de base.
Et partant du coco, là, il y a un comité qui est qu'on appelle un comité interne, qui est le comité RH. Lui, il est consultatif, donc sa job, c'est de soutenir le coco via différents mandats. Et on met aussi là, un comité ad hoc, qui est un comité facultatif et consultatif. Donc, c'est un comité qui a un projet, il peut y en avoir plusieurs, qui a un projet ponctuel et qui va se défaire après le projet. Il est là car c'est un comité interne et sa job, c'est de conseiller le coco. Il n'est pas décisionnel à aucun niveau. Ensuite, quand on entre dans la zone d'exécution et co-construction, on va rentrer dans la zone des employés d'abord et des comités ensuite. Donc ici, là, c'est au moment où on avait juste la coordination, l'agente com et mobilisation et l'agente de liaison et développement. Et on avait déterminé là, dans chacune des bulles quels sont leurs mandats, leurs grandes tâches. Tous ces mandats-là sont donnés par le comité de coordination et si on voulait faire un changement majeur au mandat, il faudrait repasser par le comité de coordination. Si on voulait faire un changement majeur à comment on fonctionne et à la place des employés au sein de la structure décisionnelle, il faudrait retourner en rencontre nationale, par exemple. Ensuite, on voit là, tous les comités qui étaient en place à ce moment-là, dans le fond. Et on voit les mandats qui leur ont été donnés. Les mandats ont été attribués par le COCO. S'il n'y a pas suffisamment de jeunes sur le comité, celui-ci ne peut pas exécuter des choses sans le valider auprès du COCO. Par contre, la majorité des comités sont au moins à parité avec des jeunes ou en ont plus que des alliés et peuvent donc, à l'intérieur des mandats et des projets qui leur ont été donnés par le COCO, prendre des décisions et exécuter les tâches et mandats. Donc, ensuite, on a l'étape de suivi et rétroaction. Donc, celle-ci, c'est qui est en charge de faire les suivis d'une information. Pour nous, les suivis informatifs de l'exécution des projets doivent aller de l'équipe au COCO. C'est mensuel, 1 à 2 fois par mois au besoin, pas plus longtemps que ça. Donc, on ne peut pas ne pas informer le COCO de ce qui se passe. Ensuite, le suivi et l'analyse des résultats se fait d'abord en retour au COCO et ensuite, si c'est des décisions plus larges ou un bilan annuel et tout ça, ça va être aux membres et en RN. Et on a aussi des infolettres et on fait des suivis sur nos réseaux sociaux. Et finalement, tout ce qui est appréciation, évaluation des actions, projets, objectifs, orientation, etc., c'est le COCO qui va faire l'évaluation et la rétroaction. Par contre, si eux souhaitent faire un changement majeur et au niveau des orientations, au niveau d'un plan d'action, au niveau des priorités, etc., on revient vers la rencontre nationale qui aura ces grandes décisions-là à évaluer la prochaine fois qu'elle va se rencontrer. J'ai dit plan d'action, je voulais plus dire priorité et orientation du mouvement parce que les plans d'action eux-mêmes sont dans le purview du comité de coordination. Donc voilà, vous voyez un peu notre ensemble. Ensuite, chacune des instances là, est déclinée plus en détail ailleurs, comme je vous disais, mais ça donne quand même un bon suivi. Et si vous voyez, tous les espaces qui sont décisionnels, soit en mode co-construction ou en mode prise de décision ultime, et l'espace d'analyse qui va déterminer si on continue les choses, si on les arrête, si on le fait comme il faut, s'il faut agir autrement, etc., est aussi composé de jeunes. Donc, ceux-ci sont à toutes les étapes là, de notre processus décisionnel. Et ça compte pas là, tous les jeunes qu'on consulte, par exemple, en ce moment avec un portrait pour être sûr qu'on va pouvoir faire nos priorisations, nos orientations basées sur un maximum de jeunes possible. Bien sûr, on a aussi, comme on vous disait, d'autres documents qui clarifient les mandats et fonctionnement des comités des employés. On a des rôles, tâches, description de tâches pour les employés aussi, etc. L'important, par contre, c'est que le processus décisionnel, c'est comme un peu ta brique de départ et les autres documents ne peuvent pas entrer en conflit avec les principes qui ont été déterminés dans ton processus décisionnel sans que tu doives aller revoir ce processus décisionnel. Donc, voilà.